Voilà, bonjour à tous, bienvenue à la bibliothèque. Alors, on est ravis de vous accueillir. Merci Monsieur le maire d'être présent. Merci surtout, grand merci à Céline Duchinet, qui est productrice d'émissions de radio à Radio France et également auteure, et qui a écrit un excellent livre que Marine, qui me remplace exceptionnellement aujourd'hui, va vous présenter. Donc je vous laisse la parole, Marine. Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Comme Raphaël l'a dit, nous recevons aujourd'hui Céline Duchinet, donc sur une conférence qui est dédiée à un sujet tout à fait fascinant, sur fond de maisons hantées, de veuves solitaires et de fantômes amérindiens. Bienvenue à la conférence sur Sarah Winchester et sa maison. Donc Céline, un grand merci à vous de nous avoir rejoints. Je suis ravie de mener la conférence avec vous aujourd'hui, en espérant que l'ordinateur tienne le coup. Donc merci beaucoup. Comme l'a dit Raphaël, vous êtes donc autrice de documentaires radiophoniques pour France Culture. Vous animez la chronique Mauvais Genre, voilà, tous les samedis soirs. Vous mettez en lumière des artistes étranges, bizarres et merveilleux. Et vous êtes bien sûr donc l'autrice de cette captivante contre-enquête, La malédiction de Sarah Winchester, publiée chez Michel Lafon en 2022, et également autrice de ce fabuleux essai sur les sorcières, femmes d'hier et d'aujourd'hui, également chez Michel Lafon, publié en 2019. Et voilà, je voulais dire que vos connaissances sur le bizarre, l'occulte et la figure de la femme font que, couplé à votre talent, on va forcément nous faire passer un très bon moment. Donc merci à vous. L'échange va durer environ 1 heure, à la suite duquel s'ensuivra donc les questions du public pendant environ 30 minutes. Et à la fin de la conférence, notre libraire partenaire nous rejoindra afin de vous proposer la vente des maisons de Sarah Winchester de Céline Duchinet. Donc merci à tous. Donc première question. Pour vous, Céline, comment avez-vous découvert Sarah Winchester? En quoi vous a-t-elle intriguée ou plutôt fascinée au point de vouloir mener votre propre enquête sur elle? Alors j'ai découvert l'étrange maison de Sarah Winchester, je dirais comme une auditrice. J'écoutais la radio, j'écoutais France Culture, à dire vrai, et il y avait une historienne qui était invitée ce soir-là, qui s'appelle Stéphanie Sauget, et qui a écrit un livre complètement extraordinaire, Histoire des maisons hantées. J'ai découvert en écoutant cette émission, c'était d'ailleurs Mauvais Genre, je dois le dire, l'émission dans laquelle je travaille, mais je ne travaillais pas ce soir-là dans cette émission-là. Mais cette historienne, qui est une historienne qui est spécialisée dans l'histoire contemporaine, s'était attelée à la tâche de raconter l'histoire des maisons hantées. Et j'ai découvert en l'écoutant que les maisons hantées n'avaient pas toujours existé, que c'était un phénomène qui appartenait essentiellement au XIXe siècle, et qu'avant c'était plutôt les lisières qui étaient hantées, les landes, en tout cas pas la maison. J'ai trouvé ça assez intriguant, donc j'ai écouté, et parmi toutes les maisons qui étaient décrites, il y en a une qui m'a particulièrement captivée. Le micro marche ou pas? Oui, tu m'entends. Peut-être un peu plus fort parce que j'ai l'impression que je tire du coup. J'ai un petit problème de corps en ce moment. Toujours est-il que parmi toutes ces maisons qui étaient décrites, il y en avait une qui était située en Californie et qui était décrite comme une sorte de labyrinthe avec un nombre de pièces incalculables. On va en reparler un petit peu plus précisément après, et qui était détenue par une veuve, la veuve Winchester. Ce nom disait quelque chose à cause des carabines, bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de cette maison. Et puis après, ça a été une sorte de concours de circonstances. J'ai interviewé un jour un artiste qui avait écouté la même émission de radio que moi au même moment, qui a été aussi fasciné par cette histoire, et qui a décidé de faire une proposition artistique à partir de cette maison. Donc je me suis retrouvée à l'interviewer, ça a réavivé mon intérêt pour cette maison-là. Et à France Culture, on a la possibilité de faire des documentaires dans une émission qui s'appelle Une histoire particulière. Et j'ai proposé tout simplement à la coordinatrice un projet sur cette maison qui a été accepté. Et c'est comme ça que je me suis
embarquée dans cette histoire. Au même moment, j'ai croisé mon éditrice qui m'a dit « Tu travailles sur quoi ?» Je lui ai dit « Sarah Winchester, c'est une histoire incroyable. » Et elle m'a dit ça m'intéresse. Et elle, pour le coup, m'a payé un billet pour aller en Californie pour découvrir cette maison. Donc voilà, c'est cette succession de rendez-vous. Mais le premier rendez-vous a été un rendez-vous avec, la radio, le transistor que j'ai allumé et la voix de Stéphanie Sauger, cette historienne. Merci. Avant de parler de la maison, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu plutôt sur Sarah Winchester, donc la propriétaire de la fameuse maison. Est-ce que vous pouvez nous présenter la jeune Sarah Winchester en la replaçant dans son contexte familial, historique, géographique, s'il vous plaît? Oui, alors Sarah Winchester est une dame qui est née en 1839 et qui est morte en 1922. Donc elle est vraiment à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Elle est née aux États-Unis, sur la côte Est, dans une ville qui s'appelle New Haven. Et elle a grandi dans un milieu plutôt favorisé. Ça correspond vraiment à ce qu'on appelle les WASP, les White anglo-saxonnes protestantes. Elle est issue d'une famille de 4 filles et un garçon. C'est une famille, je dirais, très unie, aimante, avec des parents qui ont souhaité donner une éducation à leur fille. Donc elle a eu une préceptrice à la maison, elle a appris des langues étrangères, de la musique. Elle était, je crois, assez douée. Et voilà, son père était charpentier, spécialisé très tôt dans tout ce qui touche à l'art victorien. Et elle a fait, chose qui est quand même pas banale à l'époque, elle a fait un mariage d'amour. Elle a épousé à l'âge de 23 ans un jeune homme de 2 ans plus âgé qu'elle, qui s'appelait William Winchester, puisque Sarah est née sous le nom de Sarah Pardee. Et voilà, donc les deux se sont mariés dans une période qui était assez trouble, puisque c'était la guerre de sécession. Et elle a emménagé dans la famille de son mari, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et elle s'est retrouvée dans une grande maison avec ses beaux-parents, son mari, je crois qu'il y avait une belle-sœur, ils étaient au moins une dizaine. Elle est tombée enceinte et elle a eu une petite fille en 1865, nommée Annie. Et c'est là où la tragédie commence, c'est qu'en fait Annie est morte d'une maladie assez tragique et horrible, comme si sa peau comme si elle pelait, et en 6 semaines elle est morte. Et Sarah ne s'est jamais remise en fait de la mort de son enfant. Donc ça, c'est le grand événement marquant de sa vie. Ce qui est toujours compliqué avec et surtout avec les femmes à cette époque-là, c'est qu'on a en fait très peu de renseignements. On sait généralement quand est-ce qu'elles sont nées, quand est-ce qu'elles sont mortes, on sait quand est-ce qu'elles se sont mariées, le nombre d'enfants qu'elles ont eu. On n'a pas accès à grand-chose de plus, sauf si après on a une correspondance ou si on a accès au journal intime, par exemple, ce qui n'est pas le cas de Sarah. Et l'autre événement marquant dans la vie de Sarah, c'est qu'elle a perdu son mari, William, qui était tuberculeux en 1881. Et donc, à partir des années 1880, elle a vraiment vécu une succession de deuils. Elle a perdu sa mère, elle a perdu son beau-père, Oliver Winchester, qu'elle aimait beaucoup et qu'elle admirait, son mari, sa grande sœur, et elle a pris une décision assez étonnante pour l'époque, c'est qu'elle a décidé de quitter la ville alors qu'elle avait déjà 45 ans, ce qui est très âgé pour l'époque. Les femmes de son milieu social, généralement, mouraient aux alentours de 43 ans. Donc elle, à 45 ans, a pris la décision de traverser les États-Unis et de s'installer en Californie. Et la Californie, en 1886, c'est encore un peu le Far West. C'est vraiment considéré, quand on vit sur la côte Est, c'est considéré comme le côté sauvage des États-Unis. C'est pas la civilisation européenne telle qu'elle avait l'habitude de la pratiquer. Donc on ne sait pas trop pourquoi, mais elle a pris le train qui avait été créé quelques années auparavant et elle a traversé comme ça tous les États-Unis pour s'acheter un ranch que de 8 pièces, vu son niveau de vie. C'était une petite maison. Et ce qu'on peut peut-être dire aussi sur Sarah Winchester, c'est qu'elle venait d'un milieu aisé, mais en épousant William Winchester, elle s'est retrouvée, d'autant plus à la mort de son mari, à la tête d'une immense fortune. Parce que sa belle famille, c'est vraiment la success story à l'américaine. C'est-à-dire que le père de William était né dans une famille très très pauvre. Il a commencé à travailler, il avait 13 ans. Et petit à petit, il a réussi à créer une première entreprise de t-shirts, donc rien à voir avec les carabines. Et il a commencé à s'investir dans les armes. Et il est devenu
immensément riche grâce à cette entreprise de carabine qu'il n'a pas créée. Hein, il n'est pas du tout un ingénieur, c'était un excellent commerçant. Donc il a fait fructifier le commerce des armes, ce qui a fait de lui un homme immensément riche. Et Sarah est devenue, en devenant veuve, immensément riche. Merci. Donc, son mariage avec William Winchester a joué un rôle fatidique, ainsi que sa très brève maternité, comme nous avons pu le voir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la malédiction dont on la disait affublée, à cause justement de son nom, du nom Winchester? Oui, parce que quand on parle aujourd'hui de Sarah Winchester, en tout cas quand on va aux États-Unis, il y a toujours la même histoire qui revient, et c'est une histoire de malédiction en effet. On dit que cette maison très étrange, donc vous voyez les photos qui défilent depuis tout à l'heure sur la maison qu'elle a construite donc en Californie, on dit que cette maison était hantée parce que sa propriétaire, Sarah Winchester, était maudite. Et l'histoire qui est liée à Sarah Winchester, c'est une histoire qui est liée à son nom, qui est liée aux carabines Winchester, parce que on disait que si elle avait perdu son mari, sa petite fille, et si elle avait vécu ses morts aussi rapprochées, c'est parce que la prochaine personne qui mourrait, ce serait elle. Parce que c'était la dernière à être dépositaire du nom Winchester. Et pourquoi? Parce que, à cause des carabines. Parce que les carabines avaient tué tellement de personnes que ce nom de Winchester était finalement attachée à la mort, et qu'elle, étant la dernière des Winchester, elle allait subir le même sort. Donc la légende racontait que toutes les personnes qui étaient mortes à cause des carabines souhaitaient la mort de Sarah et la poursuivaient. Donc c'était les esprits, les fantômes des morts qui la poursuivaient et qui voulaient la mort de Sarah Winchester. Donc oui, la légende est née de ces morts à répétition qu'on a considérées comme suspectes. Une fois encore, c'est une légende, hein. Sarah n'a jamais pensé ça. Merci. Donc comme vous le disiez, les carabines Winchester ont fait couler beaucoup de sang pendant la conquête de l'Ouest et le sang du peuple amérindien. Cette arme, la carabine Winchester, est devenue un symbole patriotique pour les Américains parce qu'elle leur a permis d'accéder à la liberté dans leur pays. Mais il y a tout de même une ambivalence dans la situation entre patriotisme et culpabilité que pouvaient ressentir les Américains. La Winchester a contribué à un véritable ethnocide. Le terme de génocide n'est pas encore reconnu par l'ONU par rapport au massacre de la population amérindienne, même si les chiffres font quand même un massacre très sanglant et très, très violent. Comment les Américains vivaient-ils à l'époque cette ambivalence par rapport à la figure de l'Indien, qui était à la fois le sauvage et le fantôme de Sarah? Alors c'est vrai qu'il y a une vraie ambivalence au sujet des armes, même encore aujourd'hui aux États-Unis. Si on reste concentré sur la vie de Sarah Winchester, je pense qu'elle n'avait pas du tout une mauvaise image des carabines ni des Winchester. Je pense qu'elle devait être, de toute façon, elle adorait son beau-père, elle était complètement fascinée par le fait que cet homme parti de rien ait réussi à créer un tel empire. Donc c'était vraiment un représentant vraiment du self-made man tel qu'on les aime aux États-Unis. En fait, pour répondre à votre question, il y a un tableau qui me vient à l'esprit, qui est un tableau qui a été fait par un peintre qui s'appelle John Gast, et c'est un tableau qui s'appelle American Progress, qui date de 1876, je crois, de mémoire, où on voit Columbia, donc, qui est une belle femme blonde, qui est censée incarner les États-Unis, et sur tout l'est toute la droite du tableau, il y a la représentation de la modernité, de la civilisation et des États-Unis avec le soleil qui se lève. Et plus on avance dans le tableau, plus on avance donc vers la gauche et donc vers l'ouest des États-Unis, plus le ciel s'obscurcit et plus le paysage devient sauvage. Et les personnages qui sont représentés, ce sont donc des personnages blancs qui ont entre les mains une Winchester, une carabine en tout cas, une pelle pour construire et une charrue. Et les peuples
qui sont du côté de l'obscurité, ce sont donc des Amérindiens et ils partent en courant, ils sont chassés vers l'obscurité et la lumière arrive avec la Winchester, la charrue et la pelle. Donc je pense que juste après la conquête de l'Ouest, donc on est dans les années 1848, les années qui ont suivi, finalement la Winchester était représentative de cette liberté que les gens sur place, les Américains, pensaient trouver avec ces espaces vierges qui étaient selon eux inhabités, puisqu'il n'y avait qu'à poser sa pioche pour pouvoir après avoir un terrain, et ils étaient évidemment pas du tout inhabités puisqu'ils étaient peuplés des Amérindiens, et la question ne se posait pas selon leur point de vue. Donc pendant très longtemps, la Winchester a incarné la liberté. Et il y a eu un tournant où un certain nombre de personnes, pas toutes, parce que vous voyez bien que la question des armes n'est absolument pas résolue aux États-Unis encore aujourd'hui, il a commencé au tournant du siècle, finalement, au passage du 19e au 20e siècle, à avoir un sentiment un peu plus ambivalent vis-à-vis des armes. Est-ce que finalement cette Winchester qui représentait le Far West, la liberté, les terres à conquérir, est-ce que la Winchester n'était pas aussi synonyme de mort, de massacre, avec aussi une autre ambivalence, c'est que la Winchester était aussi bien entre les mains des Amérindiens que des colons. Mais oui, il y a eu une sorte de bascule à ce moment-là qui fait qu'on a commencé à regarder les armes avec un autre regard. Et concernant notre Sarah Winchester, on a commencé à avoir un regard sur elle beaucoup plus suspect, et on parlera un peu plus de cette légende, on l'a associée à la folie, à peu près au tournant du siècle. Donc, au moment où on a commencé à se dire que peut-être que finalement cette carabine Winchester avait servi à tuer beaucoup plus de monde qu'à conquérir un espace de liberté. Est-ce que l'on peut dire de Sarah Winchester, du coup, parce qu'elle était une veuve solitaire et pleurée, et qu'en plus son nom correspondait à la carabine qui avait fait couler tant de sang, est-ce que la culpabilité américaine faisait d'elle un bouc émissaire idéal par rapport à cette malédiction, peut-être toute trouvée ou inventée pour elle, pour se débarrasser de cette culpabilité américaine? C'est une des hypothèses que je propose en fait dans le livre. C'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on a tant écrit sur Sarah Winchester de son vivant. Pourquoi est-ce que cette femme qui faisait de mal à personne, puisqu'elle ne faisait que de construire une maison, certes très très bizarre, une maison sans fin, les travaux étaient sans fin, mais pourquoi est-ce qu'on s'est tellement acharné sur elle? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement d'articles à charge sur elle, la traitant de folle, de superstitieuse, d'obsédée par la mort, de bizarre, elle a reçu à peu près tous les qualificatifs possibles, et jusqu'à ce qu'on raconte justement qu'elle était maudite. Pourquoi est-ce que ça a pu aussi bien circuler? Et cette histoire, il faut encore qui est complètement fausse. Hein. On n'a pas un seul écrit de Sarah Winchester qui raconte qu'elle croit aux esprits, qu'elle pensait qu'elle était poursuivie par les esprits des Amérindiens ou les esprits de toute personne tuée par les carabines Winchester. Donc qu'est-ce qui peut justifier une rumeur? Qu'est-ce qui peut justifier une légende? Donc c'est toujours intéressant de savoir que quand une légende prend place, c'est qu'il y a un terrain aussi pour expliquer la légende. Et pour répondre un peu plus précisément à votre question, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été sur place, quand je suis allée visiter cette maison, je me suis bien rendu compte que la maison telle qu'elle était présentée aujourd'hui ne parlait absolument pas du tout de Sarah Winchester, c'est une sorte de tourisme de bas de gamme. Par contre, là où on apprend plus de choses sur Sarah Winchester, c'est à quelques kilomètres de là, c'est aux archives de la ville. Parce que dans les archives de la ville, il y a quelques boîtes qui ont été conservées, où il n'y a même pas le nom de Sarah Winchester dessus, donc c'est pour ça que pendant très très longtemps, personne ne savait que ces boîtes attendaient d'être ouvertes. Et dans ces boîtes, il y a toute la correspondance qu'elle avait avec son avocat.
Et quand on lit cette correspondance, on se retrouve à lire la correspondance d'une femme extrêmement avisée, très intelligente, gérant son argent, mais comme une véritable chef d'entreprise, demandant des conseils à son avocat, argumentant auprès de son avocat, tout sauf une pauvre femme obsédée par la mort qui cherchait à échapper à des esprits. À aucun moment elle ne parle de spiritisme, à aucun moment elle ne parle de malédiction. Il n'y a rien dans cette correspondance qui puisse vous faire croire qu'elle se croyait elle-même poursuivie par des fantômes. Donc c'est à partir du moment où vous voyez que la réalité de cette femme ne correspond pas du tout à la légende que vous commencez à vous demander pourquoi est-ce qu'on a eu intérêt à faire ça. Et en effet, le fait d'être veuve à cette époque-là, c'était pas anodin. Le fait évidemment d'être femme, c'était pas anodin. Le fait de se retrouver toute seule à construire une maison sans figure tutélaire masculine à ses côtés, ça ne se faisait pas. Le fait de diriger elle-même le chantier de cette maison, c'est un chantier qui a duré 20 ans. Tous les jours, la maison grandissait, grossissait. Il n'y avait pas d'équivalent. Donc pour pouvoir expliquer une sorte de... Est-ce que c'est le fait d'être excentrique? Je ne crois pas, c'est plutôt à mon avis une indépendance d'esprit. Il a bien fallu trouver des raisons et l'opinion, c'est-à-dire le voisinage, l'opinion publique et la presse qui à l'époque n'était pas une presse de très grand niveau, s'est attachée à ce nom de Winchester et à cette espèce de mauvaise conscience collective qui commençait à y avoir dans une partie de la population des Américains, pas tous. Et est-ce qu'elle entretenait, selon vous, volontairement les on-dit à son propos? Non, elle n'en avait rien à faire. Et c'est ça qui est assez étonnant parce qu'on a pas mal d'informations sur Sarah Winchester grâce aux archives de la ville, grâce à ces fameuses boîtes avec la conversation qu'elle avait avec son avocat. Donc c'est 25 ans de correspondance, hein, donc c'est quand même sur la durée. Et l'autre manière de connaître Sarah Winchester, c'est grâce à ses employés. Parce que elle vivait seule, donc elle n'a pas toujours vécu seule, elle a eu un long moment, une de ses nièces qui vivait à ses côtés, mais la plupart du temps elle était seule, mais elle avait autour d'elle un grand nombre d'employés. Évidemment, les gens ont vu son milieu social, elle avait un certain nombre de domestiques dans sa maison, mais elle avait aussi sur son terrain beaucoup d'ouvriers qui étaient embauchés chez elle pour faire les travaux de la maison. Et notamment aux archives de la ville, il y a des documents qui sont extrêmement émouvants. C'est qu'en fait la famille, les descendants du majordome de Sarah Winchester sont un jour allés déposer à la ville tous les petits carnets de leur grand-père. Et c'est des agendas qui sont classés donc par année. Et tous les jours, ils marquaient ce que faisait Sarah Winchester. Et eux ont énormément témoigné. En fait, ils ont raconté à quoi ressemblait cette femme, à quoi ressemblait son quotidien. Dès qu'ils ont commencé à entendre toutes ces légendes, ils se sont insurgés contre ça. Ils ont dit que c'était faux. Ils ont témoigné, mais personne ne les écoutait parce que parfois les légendes sont plus fascinantes que la réalité banale d'une vie, si originale soit-elle, concernant Sarah Winchester. Donc, on sait que grâce à ces gens-là, que plusieurs fois, ils avaient été la voir en lui disant « Enfin, quand même, vous avez vu tout ce qu'on raconte sur vous et tout », et elle riait. Elle riait. Je pense donc qu'elle s'en fichait. En tout cas, je pense qu'elle n'a pas réalisé que ça allait prendre une telle place et une telle ampleur. Mais elle avait quelque chose aussi qui faisait qu'elle n'avait pas envie, à partir du moment où elle arrivait en Californie, et c'est ça qui est assez original de son milieu, c'est qu'elle n'avait aucune envie d'aller voir le thé avec ses voisines, de faire des œuvres de charité comme ça se faisait à l'époque dans son milieu social, où ça n'intéressait pas, où elle était très très solitaire. Donc elle, ce qui l'intéressait, c'était construire sa maison, et aussi, c'est une des caractéristiques de Sarah Winchester, c'est de prendre soin des gens qui étaient auprès d'elle, donc sa famille, c'est-à-dire ses sœurs et les enfants de ses sœurs, et puis ses employés. Et sortait pas très peu de son domaine. Merci. Parlons justement un peu plus de la maison.
j'aurais bien aimé remettre cette image-là. Vous avez eu la chance donc de visiter la maison de Sarah Winchester. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre ressenti quand vous êtes rentré dans cette maison, nous décrire ce que vous avez vu, quelles sont les pièces qui sont tout à fait fascinantes et hors du commun, parce que c'est pour ça que la maison de Sarah Winchester est aussi hantée, ou pas. Et est-ce que vous pouvez peut-être faire un parallèle avec ce que vous avez appris grâce à l'historienne que vous avez rencontrée aux archives et nous expliquer pourquoi cette maison est aussi biscornue et labyrinthique, s'il vous plaît. Alors c'est vrai il faut quand même le dire, c'est que c'est une maison qui est très bizarre, puisque encore aujourd'hui, elle comporte 161 pièces, donc plus que la Maison Blanche, pour vous dire, pour quelqu'un qui, je vous rappelle, vivait seul. C'est une maison, alors il y a une photo aussi qui est intéressante, qui montre la maison telle qu'elle l'avait achetée probablement. Alors, je vais vous la montrer quand même, parce que voilà. On pense que ça, c'est une photo de la maison d'origine, avec sa nièce qui serait à cheval, et Sarah qui, sur le côté, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un banc, et il y a une dame, et on pense que c'est Sarah Winchester qui est sur le banc. Donc voilà, un petit ranch de 8 pièces, donc je dis petit parce qu'une fois encore, vu son milieu social et vu la maison dans laquelle elle vivait auparavant, c'est assez modeste. Donc on pense qu'elle est partie de ce ranch de 8 pièces pour transformer cette maison et faire qu'à un moment donné, on racontait, alors ça je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y avait jusqu'à 500 pièces sur 7 étages. Et la maison a en fait enflé, c'est-à-dire qu'elle est partie de 8 pièces et puis elle en a rajouté une à gauche, à droite, elle a rajouté un étage, petit à petit elle a procédé, en fait il n'y a pas du tout eu de plan d'origine avec 161 pièces prévues dès le départ, c'est que au fur et à mesure du temps, elle a ajouté un certain nombre de pièces. Donc en effet, quand on se retrouve face à cette maison, c'est quand même une expérience, parce que voilà, on se retrouve, alors ça c'est une vue du dessus, et c'est une vue récente, on entre en fait sur le côté, et je vous dirais que quelque part tout est fait. Ce sont des visites guidées, on n'a pas le droit de visiter la maison tout seul parce qu'il y a un discours qu'on vous vend et que vous devez absolument entendre, qui est le discours de la légende. Donc quand vous visitez la maison, vous n'avez aucune alternative, vous devez entendre la légende de Sarah Winchester, donc cette légende d'esprit rongeur qui la poursuivait, et tout est fait pour que vous y croyiez, c'est-à-dire que même la visite qu'on vous propose est une visite qui vous donne l'impression d'être perdu dans un labyrinthe, puisque vous repassez dans des endroits, vous avez l'impression d'avoir parcouru une centaine de mètres et tout à coup vous vous retrouvez à votre point de départ. Il y a vraiment quelque chose qui est fait pour vous perdre. Et ça va avec le discours qui vous est proposé pour vous montrer que la maison est totalement incohérente. Donc c'est le premier discours qu'on vous renvoie. Et après, dans la visite, on vous montre tout ce qui est bizarre. En fait, c'est les deux termes qui reviennent tout le temps, c'est beautiful, bizarre. Et les guides en font quand même des tonnes, parce que j'en ai fait un certain nombre de visites, et à chaque fois on insiste lourdement sur la bizarrerie de tout ce qu'il y a. Alors il y a par exemple comme chose bizarre, il y a un escalier qui mène au plafond. Il y a une porte qui ouvre sur le vide. Il y a des piliers qui sont construits à l'envers. Il y a une fenêtre qui est posée sur le sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bizarre? Il y a... c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit. Et puis après, il y a une pièce très particulière sur laquelle ils insistent beaucoup, qui est la pièce où, soi-disant, tous les soirs à minuit, elle se retrouvait dans cette petite pièce qu'ils appellent ou la chambre bleue ou la séance room, séance comme une séance de spiritisme. Et dans cette petite pièce qui est très particulière, puisqu'il y a 3 moyens. Alors, attendez, je me souviens, il y a la porte pour rentrer, mais il y a une porte qui donne après, qui est très bizarre, qui donne en effet sur la cuisine. Il y a une porte qui donne sur un placard qui permet de passer dans la pièce d'à côté. Donc on peut sortir de 3 manières, mais on peut n'y rentrer que d'une seule manière, parce qu'il y a des poignées qui font qu'une fois qu'on est dedans, on ne peut pas sortir. Et avec toute une décoration, avec le chiffre 13 un peu partout.
Donc il y a cette petite pièce qui est en effet assez spectaculaire, et là il y a en plus toute une installation qui est faite quand vous rentrez dans cette petite pièce. La guide actionne une série de boutons dans un coin, et là il y a une bande son avec des bruits de chaînes, de fantômes, de vent et de pluie battante, et sur ce son-là, c'est presque radiophonique, elle vous raconte que Sarah, tous les soirs, le 12 coups de minuit, se retrouvait sur une petite table et correspondait avec les gentils esprits, parce qu'on comprend très vite qu'il y a les méchants qu'il faut perdre dans le labyrinthe de la maison, et il y a les gentils qu'on consulte qui vous disent comment construire la maison. Et donc tous les soirs à minuit, elle recevait des ordres des gentils esprits qui lui disaient, en gros, demain matin tu vas voir tes ouvriers et tu leur dis qu'il faut rajouter une 4e salle de bal, ou il faut rajouter une 101e chambre à tel étage. Donc ça c'est la légende telle qu'elle est véhiculée quand on fait cette visite. Donc en fait c'est une visite qui est assez insupportable, qui coûte en plus très cher, et c'est du sous Disney. Vous avez vraiment l'impression d'être un attrape-touriste, et tout est fait pour que les gens aient un peu peur. Tout est fait pour aller dans ce sens-là. Il n'y a aucun respect, pour moi en tout cas, accordé à cette femme et quand même à ce projet ambitieux qui a été de construire cette maison tentaculaire. Et j'ai eu la grande chance d'avoir un autre regard justement sur Sarah Winchester grâce, comme vous le disiez Marine, à une historienne californienne qui s'appelle Marie-Jo Ignofo, qui elle a fait un travail énorme. Je veux dire, la réhabilitation de Sarah Winchester, c'est Marie-Jo Ignofo, c'est elle qui a tout dépioté aux archives de la ville, c'est elle qui a fini par découvrir qui était la réelle Sarah Winchester. Et en fait, quand on visite cette maison, il y a quand même quelque chose qui est un peu gênant, c'est qu'on se dit, mais ok, elle était peut-être pas folle, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait des escaliers qui donnent sur le plafond? Pourquoi est-ce qu'elle a fait une fenêtre qui donne sur le sol? Pourquoi cette porte donne-t-elle dans le vide? En effet, l'explication de se dire que c'était pour semer les esprits, ça paraît dans cette logique, si on intègre cette logique-là, entendable en tout cas. Et grâce justement aux petits agendas du majordome, on découvre en fait, comme tous les jours il écrivait ce que faisait Sarah Winchester, on découvre que Sarah Winchester a arrêté de vivre dans cette maison en 1906. Pourquoi 1906? Parce qu'il y a eu un très grand tremblement de terre, le tremblement de terre de San Francisco qui a détruit la ville de San Francisco à 80%. San José, là où s'était installée Sarah Winchester, avait 80 km et a été aussi complètement détruit à cause de ce tremblement de terre. Et la maison de Sarah s'est écroulée en partie. Ça a été un épisode très douloureux pour Sarah parce que d'abord elle était dans la maison à ce moment-là, elle est restée enfermée, je crois, au moins 7 ou 8 heures avant qu'on puisse venir la délivrer, et il y a un bon tiers de la maison qui s'est écroulé. Et suite à ça, ce qu'on découvre dans les carnets, c'est qu'elle a décidé de quitter la maison et elle n'y vivra quasiment plus. Et en quittant la maison, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Sarah Winchester avait notamment cette maison-là, mais elle en avait plein d'autres en Californie. Elle faisait fructifier sa fortune, hein, donc elle avait 3, 4, 5 demeures qu'elle avait achetées, elle avait même une péniche à un moment donné sur laquelle elle a vécu. Et donc en 1906, elle a quitté la maison, mais pour pas que la maison s'écroule encore plus, elle a assuré un petit peu tout, c'est-à-dire qu'elle a retiré tout ce qui était, elle a fait déblayer les murs écroulés, et puis elle a arrêté la maison en l'état. Ce qui veut dire que comme cette maison s'est écroulée en partie sur elle-même, on peut tout à fait comprendre que l'escalier qui au départ était censé aller au premier, au deuxième, au troisième étage s'est retrouvé contre un mur, à aller jusqu'au plafond, que la porte qui était censée peut-être aller dans une pièce d'à côté, comme ça s'est écroulé, la porte tout à coup elle a donné dans le vide. Donc les bizarreries finalement de la maison sont plus dues au tremblement de terre et au fait qu'elle ait arrêté les travaux à ce moment-là et qu'elle ait fait en sorte que ça ne s'écroule pas plus, plutôt qu'à une réelle volonté de faire des escaliers qui donnaient sur des plafonds. Donc l'explication est hyper prosaïque, comme tout ce qui touche à Sarah Winchester. À chaque fois, on est dans des grandes histoires
assez incroyable et la réalité est beaucoup plus prosaïque. Et d'ailleurs, un des employés racontait aussi que un jour, je crois qu'il disait, mais enfin, quand même, cette maison, elle est maintenant très étrange, et Sarah riait en disant oui, on pourrait croire que c'est la maison d'une folle, en effet, parce que ces bizarreries étaient là. Mais je crois qu'elles étaient simplement liées aux conséquences du tremblement de terre. D'accord, merci. J'aimerais bien revenir par rapport à une pièce, en tout cas dans la maison. C'était le petit salon bleu, c'est ça? Donc la salle de séance de spiritisme. Le spiritisme était en vogue, ou en tout cas se développait dans cette partie du 19e siècle. Et Sarah elle-même était, on disait, douée de communication avec les morts. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous pouvez en tout cas expliquer comment étaient considérés les spirites, les médiums à cette époque? Et si vous voulez également revenir sur la prédominance des femmes par rapport aux hommes médiums, expliquer voilà, cette figure. C'est où? Alors, c'est vrai que le spiritisme est un des éléments essentiels de cette fameuse légende autour de Sarah Winchester, puisque tous les soirs, donc, elle était censée communiquer avec les esprits pour connaître les futurs plans de sa maison. Comme je vous le disais, quand on a ouvert les archives et la correspondance de Sarah avec son avocat, et quand on a interrogé les descendants des employés de Sarah Winchester, personne n'a jamais dit qu'elle avait fait de spiritisme, et personne ne l'a jamais vue faire de spiritisme. Donc, tout le monde était assez outré qu'on puisse l'associer à ce mouvement spirituel. Donc moi, je ne pense pas qu'elle faisait que cette fameuse petite pièce bleue, je ne sais pas à quoi elle servait, mais à mon avis, certainement pas à convoquer les esprits. Par contre, même si c'est une légende, ce qui est intéressant, je trouve, dans les légendes, c'est qu'elle s'inscrit dans un contexte particulier, et c'est vrai qu'aux États-Unis, à ce moment-là, alors Sarah arrive en Californie pendant l'hiver 1885-1886, on est déjà sur la fin de la grande période du spiritisme, qui s'appelle spiritualisme d'ailleurs aux États-Unis. Ça a commencé en fait en 1848, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est l'histoire des sœurs Fox. Ce sont deux jeunes filles, toutes adolescentes, hein, qui un jour racontent qu'elles ont entendu des coups frapper dans leur maison, et qu'elles ont réussi à instaurer un dialogue avec ce fantôme, le fantôme de la maison. Donc, ce qui était au départ quelque chose qui c'était vraiment dans le huis clos de cette famille, a pris énormément d'ampleur parce que la grande sœur est venue en parler, et que petit à petit, en fait, les gens sont venus, ont été complètement fascinés par ces deux toutes jeunes filles, les sœurs Fox, et ça a pris de telles proportions que il y a deux personnes qui ont commencé même à trouver un alphabet pour pouvoir communiquer avec ce fameux esprit. On est au moment aussi où il y a plein d'innovations techniques, hein, ça va exactement, c'est le moment où ça a été comme par hasard, on communique avec les esprits, c'est des coups, c'est le principe de Morse aussi. Et ça a eu un tel succès qu'elles ont même dû quitter la petite ville de Wrightsville où elles étaient, et elles ont fini après par faire de grandes conférences, par exemple à New York, où la foule venait en masse pour écouter le témoignage des sœurs Fox. Et c'est à ce moment-là où le spiritisme, ou spiritualisme, donc aux États-Unis, a pris une grande ampleur, et bien au-delà, hein, puisqu'en France, on a Allan Kardec en 1857 qui aussi rend les choses assez populaires, évidemment aussi au Brésil. Donc, vu de notre époque, on peut peut-être dire que c'est un peu naïf, mais je ne crois pas qu'il faut voir les choses comme ça. Par exemple, pour vous rappeler les choses, Pierre et Marie Curie, on ne peut quand même pas leur reprocher d'être des esprits simplets, faisaient eux aussi tourner les tables. Il y a Flammarion aussi qui croyait, il y a un prix Nobel de médecine qui s'appelait Richet, qui lui aussi croyait aux fantômes. Edison aussi avait même essayé de créer une machine pour essayer de communiquer avec les morts. Donc on est à une époque où il y a énormément d'innovations techniques. Le téléphone, la photographie, les avions bientôt qui vont traverser le ciel pour rejoindre les deux côtés de l'Atlantique. Enfin, tout est possible. L'électricité, bien sûr, aussi. Donc si tout est possible, pourquoi est-ce que
pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas communiquer avec les morts, puisque quand même c'est pas nouveau que l'intérêt de l'être humain pour la mort et puis d'essayer de comprendre ce qui se passe après la mort. Donc l'histoire a commencé avec les sœurs Fox, mais quelque part c'est presque le hasard que ce soit ces deux jeunes filles. Ça aurait pu être deux autres personnes à côté ou trois autres personnes à quelques kilomètres. Tout était fait pour que, à cette période-là, il y a aussi tout un tas d'études qui ont été faites sur la relation aussi des Occidentaux à la mort. On est dans des périodes un petit peu charnières comme ça où les choses bougent beaucoup. Et donc le spiritisme était quelque chose qui était tout à fait reconnu à cette époque-là. Les femmes, en effet, ont joué un rôle assez important. Il y a eu beaucoup de femmes médiums qui animaient ces fameuses séances de spiritisme. C'était pour les femmes aussi un moyen d'avoir une certaine place, elles qui n'avaient absolument aucune. Donc il est vrai que parmi les médiums, il y avait énormément de femmes. Et ce qui est paradoxal, enfin ce qui peut nous mettre un petit peu sur la voie d'une fois encore de la rumeur par rapport à Sarah Winchester, c'est qu'on a accusé Sarah d'être spirit à un moment où finalement c'était plus du tout à la mode, où même les sœurs Fox avaient désavoué en disant qu'en fait elles avaient triché, que tout ça n'était qu'une invention. Donc là on est dans les années 1886 je crois, le désaveu des sœurs Fox. Et Sarah Winchester, on a commencé à dire qu'elle était spirit, enfin les journaux ont commencé à écrire des articles là-dessus, au tournant du siècle, donc dans les années 1900, à un moment où quand on traitait quelqu'un de spirit, ça voulait dire un peu superstitieux et un peu naïf. Donc voilà, c'est ça qui me fait dire que c'était une critique plutôt qu'une forme de spiritualité qu'elle avait pu avoir. Et dans votre livre, vous proposez d'ailleurs une autre lecture de la vie de Sarah Winchester par le prisme de l'évolution de la place des femmes dans la société occidentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, revenir aussi peut-être sur la notion de veuve et tout ce que ça impliquait à l'époque de Sarah Winchester? Alors c'est vrai que Sarah, même si elle est aux États-Unis, elle est dans une société qui est quand même assez victorienne, où la place des femmes il n'y a pas 50 possibilités. Il y a trois grands pôles en gros, et notamment je pense aussi aux questions de sexualité. Il y a la jeune fille, il y a la prostituée et il y a la femme mariée. En tout cas, c'est un petit peu les trois grands pôles qui sont proposés. Et quand on se retrouve veuve finalement, eh bien, on est un peu nulle part parce que on peut continuer à mener sa vie, sauf qu'il n'y a plus d'hommes. Donc il y a quelque chose d'un peu embarrassant finalement. On s'attendrait d'une veuve, elle a la possibilité de se remarier, mais ça n'arrivait pas très très souvent à cette époque-là. Et on s'attendrait d'une veuve à ce qu'elle s'occupe beaucoup de sa famille, de ses enfants. Bon, là, Sarah, elle, ayant perdu son enfant en bas âge, elle ne risquait pas de le faire pour son plus grand malheur. Donc finalement, être veuve à l'époque, ça pouvait, ça ne voulait pas dire que tout le monde pouvait le faire, mais ça pouvait être finalement avoir une certaine indépendance. D'autant plus que Sarah avait énormément d'argent, donc elle avait la possibilité de faire ce qu'elle voulait avec son argent sans figure tutélaire masculine, parce qu'il n'y avait pas son père, il n'y avait pas de beau-frère, elle était vraiment seule maître à bord. Donc ça peut attirer la suspicion, puisqu'elle a le droit légalement de faire ce qu'elle veut, puisque voilà, elle a eu un mari, mais elle l'a perdu, donc elle n'y peut rien. Mais ça peut créer une forme de suspicion parce que elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans aucune figure tutélaire pour lui dire ce qu'elle avait à faire. Et comme ce qu'elle a fait, ce qu'elle a décidé de faire, c'était de construire une maison, chose qui ne se fait quand même pas du tout chez les femmes à cette époque-là, hein, bien sûr, on met les choses en contexte, il y avait quelque chose d'assez insaisissable et d'assez surprenant finalement chez cette femme. Et donc si on revient sur la maison, on prétend, comme vous l'écrivez dans votre livre, qu'une maison reflète l'âme de ses propriétaires.
Selon vous, que dit la maison de Sarah Winchester d'elle-même? Est-ce qu'elle aurait succombé à la folie des grandeurs qui touchait les États-Unis à cette période? Ou est-ce qu'il y a une explication peut-être un peu plus psychologique? Alors c'est vrai que quand on pose la question par exemple à un psychologue des gens qui n'arrivent pas à finir leur maison, c'est quelque chose qui a déjà été étudié. Généralement c'est des gens qui n'arrivent pas à faire leur deuil en fait, et qui... La maison est censée être un endroit où un cocon, où on est protégé, où on ne peut pas se perdre, où on retrouve facilement ses affaires. Alors, que devient une maison quand, par exemple, il y a 161 pièces et que tout à coup vous cherchez, je ne sais pas, je sais bien qu'elle avait beaucoup de personnel, c'était peut-être pas elle qui cherchait son porte-monnaie ou je ne sais pas quoi, ses aiguilles à côté, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui n'est pas quand même très cohérent dans le fait d'avoir une maison aussi grande, alors qu'on vit seul. Donc il y a quelque chose d'inachevé qui pourrait faire penser en effet à un deuil qui n'est pas fait. Donc ça c'était une des hypothèses qui était proposée régulièrement. Après moi, ce que je vois plus là-dedans, c'est que je ne peux pas m'empêcher de me dire que finalement cette femme qui, comme toutes les femmes de son époque, avait un scénario de mode de vie qui était assez limité. C'était la fille de son père, elle est devenue la femme de son mari, et puis tout à coup, en se retrouvant seule maîtresse à bord, est-ce qu'elle n'aurait pas tout simplement fait ce qu'elle avait toujours, enfin ce qu'elle aurait peut-être fait un demi-siècle plus tard, si elle était née plus tard, c'est-à-dire de l'architecture ou des travaux d'ingénierie. Moi, je pense plus que cette liberté qu'elle a chèrement payée, puisque c'est cette liberté avec laquelle elle a pu vivre a été liée à des deuils extrêmement douloureux. Je pense que ça a été pour elle l'opportunité de faire quelque chose qui la passionnait. Et ça la passionnait quand même réellement, puisqu'elle a fait ça pendant 20 ans, et même après. Quand elle a quitté sa maison, elle a choisi de vivre pendant un moment sur une péniche dans la baie de San Francisco, alors une péniche de luxe, et puis elle a créé tout un système de petits canaux pour que le port dans lequel était la péniche, avec un certain nombre de péniches, qui étaient aussi des péniches de gens de son milieu, ne soit pas embourbé. C'est elle qui l'a créé. Donc, pour moi, c'était une manière de donner du sens à sa vie, tout simplement. Et là où sa vie avait certainement dû perdre totalement son sens à la mort de son enfant puis de son mari, elle a décidé de faire quelque chose d'un destin qui a été quand même extrêmement cruel avec elle. Donc pour moi, cette construction est extrêmement positive. Et je voulais revenir justement sur les ouvriers qui ont permis de construire cette maison, parce que les ouvriers qu'elle choisissait disaient aussi énormément de choses de Sarah, et surtout par rapport au fait qu'elle se fichait de ce qu'on pouvait dire d'elle dans ce contexte historique qui est surtout raciste à l'époque. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment étaient sélectionnés ou pas, du coup, les ouvriers de Sarah Winchester, et quel geste elle a fait pour elle, pour eux, à sa mort? Alors, on ne sait pas trop quel type de conversation on pouvait avoir avec eux, si ce n'est qu'on a ces fameux cahiers et carnets du majordome, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre d'informations, mais on a aussi le registre avec le nom de tous les gens qui ont travaillé pour elle, et il y a énormément de personnes asiatiques qui ont été embauchées par Sarah Winchester, et c'est pas du tout anodin, parce qu'à cette époque-là, il y avait un racisme anti-asiatique extrêmement fort vis-à-vis des Chinois au départ. Il y a même un quartier à San José, là où elle vivait, qui a été accidentellement brûlé. Tout prouve le contraire. En fait, ça a permis juste de récupérer du terrain. C'était le quartier chinois de la ville, avec aussi des idées qui étaient colportées sur ces Chinois qui étaient du racisme primaire, sur la propagation des maladies, le fait qu'ils faisaient plus d'enfants, et qu'il y avait le grand remplacement, enfin bon, toutes ces idées que malheureusement on entend et
connaît si bien. Donc ça, c'était le cas vis-à-vis des Asiatiques. Ça a pris quand même beaucoup d'ampleur. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les Asiatiques n'ont pas pu, ceux qui étaient nés aux États-Unis, ils n'ont pas pu avoir la nationalité américaine avant 1957. Donc il y avait vraiment un racisme dont on n'entend pas énormément parler, en tout cas quand nous on est en Europe. Et à un moment donné, les Chinois n'ont plus eu le droit de travailler aux États-Unis et ils ont été remplacés en termes de migration par des Japonais qui ont été traités exactement de la même manière que les Chinois. Donc voilà, avec aussi des ligues anti-japonaises et anti-coréennes, et des mesures extrêmement racistes. Et parmi les employés de Sarah Winchester, son cuisinier, M. Chen, était chinois. Donc il y avait son majordome qui était lui plutôt d'origine danoise. Mais autrement, il y avait beaucoup de japonais, ce qui a d'ailleurs fait aussi beaucoup jaser le voisinage, puisqu'on soupçonnait Sarah Winchester, tout ce qu'on a pu dire sur elle, on la soupçonnait de pratiquer des religions exotiques étranges. Donc ça, c'est parce qu'en fait, elle avait des employés asiatiques sous ses ordres, tout simplement. Et les choses devaient quand même très bien se passer pour les employés, puisque en fait, ils ont vraiment défendu Sarah Winchester quand elle était attaquée. Ils étaient payés aussi 2 fois plus que les autres employés dans les autres maisons. Je sais que quand par exemple son chauffeur est mort, c'est elle qui a payé l'enterrement de son chauffeur, qui a acheté une maison pour sa femme, Marie, et ses enfants avec un petit verger pour que sa femme et ses 3 enfants en bas âge puissent vivre décemment. Elle était très très attentive en fait au sort des gens qui travaillaient pour elle. Et d'ailleurs, quand elle est morte, sur son testament, il y avait un certain nombre de noms qui étaient couchés, qui étaient ses employés les plus fidèles, dont ce fameux monsieur japonais, monsieur Nishira, qui a d'ailleurs eu une petite fille qui a appelé un deuxième prénom Winchester en hommage à Sarah Winchester. Donc ça montre que c'était quelqu'un qui avait des idées plutôt qui n'étaient pas du tout politisées après dans ses propos, mais qui en tout cas se fichait une fois de plus du qu'en dira-t-on, et je pense que d'employer des Asiatiques à l'époque et à cette époque-là, c'était pas anodin. Et elle l'a fait. Donc là aussi, ça nous donne une autre image de cette femme qui, une fois encore, est très très éloignée de la pauvre folle spirit qui discutait uniquement avec les esprits et qui se promenait dans sa maison comme un fantôme, comme une ombre noire dans les couloirs. Il y avait une deuxième partie de votre question, j'ai oublié. Vous avez répondu. C'était le fait qu'elle avait couché sur son héritage, ses employés, enfin, ça montre la tension de Sarah Winchester pour cette maison. Donc, vous avez répondu. Je voulais vous demander, alors vous qui avez mené votre enquête et contre-enquête sur Sarah Winchester, est-ce que votre vision a évolué au fur et à mesure des étapes de votre enquête, la vision que vous avez sur elle? Et pour finir, quelle vision vous aimeriez que nous, on garde de Sarah Winchester? Qu'est-ce que vous aimeriez nous communiquer aujourd'hui? Alors oui, en fait, mon regard a changé, je dirais même, après la publication du livre. Parce que comme j'avais pas d'accès direct à Sarah Winchester en dehors de cette correspondance, qui était une correspondance extrêmement... cette correspondance entre un être humain et son avocat, c'est quand même assez technique et pratique. On n'est pas sur des émotions, des pensées, comment est-ce qu'elle voyait le monde, comment est-ce qu'elle vivait, si elle était heureuse ou malheureuse, on ne sait pas ça. On ne sait pas tout ça, donc on peut procéder d'une autre manière, parfois par association, ou alors il y avait la légende qui pour moi était importante à démonter, mais j'ai essayé de me dire, mais qui pourrait parler d'elle sans même l'avoir connue, de par peut-être son mode de vie ou par ses centres d'intérêt. Et là où moi j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai réfléchi différemment, c'est en allant à Autrive dans la Drôme, en allant voir le palais idéal du facteur Cheval. Alors évidemment, le facteur Cheval et Sarah Winchester sont à des années-lumière l'un de l'autre, parce que le facteur était pauvre
Sarah, quand même multimillionnaire, mais ils ont vécu exactement à la même époque. C'est-à-dire que Sarah est née en 1839, je crois que le facteur c'est je vais dire une bêtise, mais c'est genre 3 ans avant ou 3 ans après. Elle est morte en 22, le facteur est mort en 1924. Lui, il a construit son palais tout seul pendant 33 ans. Sarah, 20 ans, la légende dit que c'est 38 ans, mais en réalité c'est 20 ans, mais tous les jours aussi comme le facteur. Et il y a à peu près, au moment où j'écrivais le livre pour France Culture, je suis partie faire un reportage au Palais Idéal. Ça fait extrêmement longtemps que j'avais envie d'aller là-bas. Et j'étais persuadée que le palais du facteur avait été construit un peu qu'il y avait peut-être aussi une légende avec des histoires de fantômes, enfin que je suis partie sur cette piste des fantômes, et je me souviens très bien que quand j'ai rencontré Frédéric Legros, le directeur du palais, à un moment donné, il était seul, et donc je suis allée le voir, et je lui dis, mais voilà, je voulais vous poser une question, est-ce qu'il y aurait des légendes autour du palais idéal, est-ce qu'il y aurait des histoires de fantômes? Et il m'a regardé, il m'a dit non. Et puis il m'a regardé avec un drôle d'air, et je me suis dit, bah oui, t'es un peu bête avec ta question de fantôme, là, ça fait pas très sérieux. Et puis après, on a pu reparler, et puis je lui ai dit, voilà, je vous ai posé cette question de fantôme, parce qu'en fait, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre le palais idéal et je lui raconte l'histoire de Sarah Winchester. Et donc, on a commencé à parler, lui me parlait du facteur, moi je parlais de Sarah Winchester. Et c'est une conversation qui est restée un petit peu en suspens comme ça, mais je me suis dit, il y a quelque chose de chez Sarah Winchester, du facteur cheval, dans ce côté au départ. J'ai plus vu ça dans le côté un petit peu obsessionnel, dans ce travail dans le temps et dans la durée. Et puis après, on s'est revus, je suis retournée là-bas faire justement une conférence sur Sarah Winchester. J'ai énormément reparlé avec le directeur, et le directeur m'a après proposé de faire une exposition qui se tient d'ailleurs actuellement en ce moment au Palais Idéal sur Sarah Winchester. Et là, en me proposant de faire une exposition sur Sarah Winchester, lui comme moi, on avait en tête qu'en fait ils se ressemblaient, qu'ils avaient des points en commun. Et là, on a commencé à travailler justement sur ce qui pour nous était de l'ordre de l'évidence, mais on ne savait pas trop expliquer pourquoi ils se ressemblaient. On a beaucoup réfléchi à ça, et pour moi, en fait, maintenant, la réponse, elle est un peu là. C'est que, une fois encore, évidemment, le facteur était très pauvre et Sarah était très riche. Le facteur a construit à partir des pierres qu'il trouvait lors de ses tournées. Donc il a construit son palais tout seul à la main. Sarah avait des ouvriers et pouvait faire toutes les innovations techniques qu'elle voulait grâce à ses ouvriers. Mais l'un et l'autre ont dû gérer des légendes qui allaient à peu près dans le même sens. C'est que le facteur a beaucoup été accusé de folie pendant très longtemps. Sarah, évidemment aussi. Mais les points en commun, c'est qu'en fait, l'un et l'autre ont construit le palais de leurs rêves. Et le facteur, cette idée de palais, il l'a eu... ça n'existait pas des palais comme ça. C'est lui, dans son imagination, qui petit à petit a créé cet édifice qui reste un édifice totalement hors du commun. Sarah Winchester, elle a construit ce palais sans modèle non plus. Lui, il a construit ça dans son tout petit village de la Drôme, qui était en plus à l'époque une région extrêmement pauvre, sans jamais quitter son village. Mais il lisait, donc il a eu son inspiration grâce à ce magazine qui s'appelait le Magasin Pittoresque, où il y avait des photos et des gravures qui représentaient le monde. Donc il a pu s'inspirer comme ça de ce qui se passait dans le monde entier. Sarah, on ne sait pas trop d'où venait son inspiration. Il ne faut pas oublier quand même que son père était charpentier, donc il a toujours eu un goût dans la famille pour tout ce qui touchait au design, à l'architecture intérieure, à la construction. Et pour moi, ce sont tous les deux, ce sont des architectes de l'étrange. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont construit et qui ont été surtout, et c'est ça qui les réunit, envers et contre tout, au bout de leurs rêves, quoi qu'en pense finalement le voisinage, et qui ont construit quelque chose à leur seul désir. C'est-à-dire que peu importe le regard des autres, que ça paraisse bizarre ou pas, moche ou beau, saugrenu ou pas, ils ont construit le palais de leurs rêves. Et pour moi, Sarah, probablement que c'était une réponse au deuil qu'elle a vécu, mais c'était une femme qui avait suffisamment de liberté d'esprit pour, dans une situation comme ça, réussir à s'extraire de son milieu, traverser
les États-Unis, à l'époque, c'est une expédition. Alors, on n'était plus à la calèche, c'est vrai que la locomotive était arrivée, mais enfin, ça restait quand même un truc assez énorme. Se retrouver en Californie, dans cette petite ville de San José, qui à l'époque ne ressemblait pas à grand-chose. Aujourd'hui, c'est la Silicon Valley, donc aujourd'hui, c'est encore un autre truc. Et se mettre à l'ouvrage. Et quand on sait, comme je vous disais au début de notre entretien, que les gens à l'époque avaient une espérance de vie assez limitée, donc aux alentours de la quarantaine pour les femmes de ce milieu social-là, et qu'elle est morte en 22, je sais plus, elle est morte à plus de 80 ans, et ben, on se dit, en plus elle était très malade, c'était quelqu'un qui avait de graves problèmes d'arthrite, qui était au bout d'un moment handicapé, qui se déplaçait en fauteuil roulant, et ben quand même, cette maison, ça l'a sacrément motivée, et ça, moi je suis persuadée que cette maison, ça l'a rendue vivante, et que c'était pas du tout un mausolée pour ses morts, que c'était pas du tout, que c'était quelque chose qui était très positif, et c'est pour ça que ça m'agace de plus en plus cette histoire de folie autour de Sarah Winchester et d'esprit, et je trouve ça tellement presque humiliant pour elle que les visites qui sont proposées aujourd'hui sont vraiment des visites d'attrape-tourisme, avec des gens qui ont envie d'être attrapés aussi, qui ont envie de frissonner et d'entendre cette histoire-là, alors que pour moi, cette maison, il n'y a rien de sinistre dans cette maison. C'est la maison de la vie. C'est la maison des envies, la maison du désir, la maison de l'expérimentation. À chaque fois qu'elle créait une pièce, elle essayait un parquet différent, elle ajouté des vitraux, c'est des trucs de riches, hein, bien sûr, de millionnaires, mais après tout, elle a fait avec ce qu'elle avait, et avec, dans le milieu social dans lequel elle était, et sans être rebelle, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas devenue la punk de son époque, mais elle s'est quand même sacrément affranchie d'un milieu social pour réussir à faire ça. Mais il a quand même fallu qu'elle mette sa belle famille à distance de quelques milliers de kilomètres pour pouvoir réussir à avoir la vie qu'elle avait envie d'avoir après ces deuils-là. Donc moi, Sarah, je la verrais vraiment comme une femme indépendante, d'une grande indépendance d'esprit, parce que je pense que c'est très difficile de s'extraire de son milieu et d'avoir suffisamment de recul et de distance sur sa propre vie et sur soi-même pour pouvoir se dire, bon, en fait, maintenant j'ai envie de faire ça, même si les conventions sociales n'attendent pas de moi que je fasse justement ça. Donc oui, pour moi, c'est une femme indépendante et libre, sans être belle, mais n'est pas obligée d'être rebelle. D'être libre, c'est déjà pas mal. C'est pour ça qu'elle me fait penser au facteur cheval, finalement. Il y a ce truc d'aller au bout de ses rêves, et quand on pense arriver à la fin de son existence, puisqu'une fois encore, à cet âge-là, on était quand même dans la toute dernière partie de sa vie, et qu'on s'attelle à un tel projet, ben moi je trouve que c'est vraiment, il y a quelque chose qui donne de l'espoir aussi pour chacun d'entre nous, c'est que rien n'est jamais foutu. Et qu'on peut avoir aussi, en tout cas, je crois que c'est un peu le message qu'elle pourrait faire passer, c'est que malgré tout ce qui lui est arrivé, elle a réussi à faire quelque chose de sa vie qui lui ressemblait finalement vraiment. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous nous avez transmis sur Sarah Winchester. Je pense que vous lui faites honneur, et en tout cas, j'espère que tout le monde gardera la vision que vous avez d'elle, parce que c'était vraiment une femme hors du commun, et dans tous les meilleurs sens du terme. Et c'est pas dada. Non. Ça c'est vrai. Et c'était un échange fascinant et très intéressant. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci de votre écoute. La maison a été détruite par un tremblement de terre. Une partie, un tiers. Un tiers. Donc il en reste, je vous dis, il en reste quand même 161 pièces, donc ça reste. La photo qu'on voyait là de vue du ciel, c'est la maison actuelle.